Je tiens déjà à exprimer un remerciement à toute l'organisation, tout le staff de l'université de Roubaix. Et je suis très heureux, très heureux de me retrouver aujourd'hui dans cet amphi devant des têtes la plupart connues déjà, et qui sont presque devenues des amis, disons. Et tout au moins, nous sommes en pensée, bien souvent, sur des terrains communs. Alors, oui, première question, pourquoi le titre du livre est « Le Sahara occidental en 10 questions » et non pas « Le Sahara marocain en 10 questions ». Pour raison très simple. Vous savez, j'ai publié l'histoire du Maroc, et à l'occasion de la publication de cette histoire du Maroc, j'ai donné des conférences un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, notamment au Québec, et chaque fois revenait une question sur le Sahara occidental. Il est bien évident qu'en dehors du Maroc, où nous sommes tous évidemment persuadés de cette réalité historique, de ce lien ombilical entre les provinces qui constituent le royaume, ailleurs dans le monde, on ne connaît pas le Sahara marocain. On connaît le Sahara occidental. Pourquoi ? Parce que la vulgate et la propagande des voisins d'Outre-Moulouya a réussi à imposer l'idée d'une réalité, entre guillemets, politique, quand je dis réalité, entre guillemets, sur un critère géographique. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Un livre qui s'intitulerait Le Sahara marocain en 10 questions, qu'on n'intéresserait personne. Le terme n'est pas connu. Ce qui est connu, c'est le nom Sahara occidental. Alors, mon but a été, à partir du monde géographique que certains voudraient transformer en réalité politique, de mettre à plat cette question pour justement permettre à ceux, les non-marocains, quoique dans mon livre, il y a pas mal d'éléments qui peuvent intéresser les Marocains aussi, j'apporte un certain nombre de détails qui ne sont pas forcément connus de tous les Marocains, du moins ceux qui ne sont pas historiens. Bon, les historiens le connaissent probablement, mais les autres, pas forcément. J'en ai eu encore la preuve lors de mes dernières interventions, notamment médias, etc. La jeunesse marocaine a vraiment besoin de connaître à fond son histoire, son argumentaire. Il ne suffit pas de dire, en bon patriote, le Sahara est marocain, encore faut-il être capable d'argumenter. Ça, c'est fondamental. Le patriotisme est un point de départ, mais la culture patriotique est bien plus importante et est essentielle dans l'argumentation et dans la progression du combat des idées. Alors donc, voilà pourquoi j'ai publié ce livre en partant d'un certain nombre de questions. Des questions que se posent les gens. Qu'est-ce que le Sahara occidental ? Pourquoi ? Etc. Alors, nous allons revenir sur ces questions et voilà l'idée qui était la mienne. Et il est bien évident que rien que la couverture du livre montre sa finalité. En couverture du livre, je publie une carte. Et ceux qui ont le livre entre les mains ont cette carte. C'est une carte qui date de 1891 et qui a été tracée par un ingénieur civil français qui s'appelait Foch et qui montre dans cette carte qu'à l'époque, en 1891, il était de notoriété publique que le Sahara dit occidental était marocain. Il montre même plus que cela. On pourrait parler même, comme le disait Halal el-Fassi, le Sahara oriental, les provinces orientales qui aujourd'hui sont algériennes et qui, à l'époque, étaient connues comme étant marocaines. Alors, ma première question porte sur la méthode, parce que c'est l'une des particularités du livre, c'est qu'il est très rigoureux. C'est une question qui paraît anodine, la première que vous vous posez, mais qui en réalité interpelle énormément, notamment nos adversaires, les Algériens et tous leurs acolytes, parce que tout leur argumentaire se fonde sur le principe d'autodétermination des peuples et que le peuple sahraoui mérite d'accéder à ce droit au titre que n'importe quel autre peuple, sauf les Kabyles. Ça, ils n'y ont pas droit. Mais vous posez une question, qu'est-ce qu'un peuple et y a-t-il un peuple sahraoui en tant que tel ? Quelle réponse apportez-vous ? Et y a-t-il déjà une réalité politique du Sahara occidental ? Alors, au début, mes deux premières questions tournent justement autour de la géographie et autour de l'ethnographie. J'ai la chance d'avoir une formation, je suis historien, ethnologue, mais j'ai une formation de géographe.
À l'époque où je faisais mes études, il y a longtemps, en France, il n'y avait pas de césure entre la géographie et l'histoire. Vous faisiez une licence d'histoire, géographie, ou de géographie, histoire. Dominante géographie, 2/3 géographie, 1/3 d'histoire. Dominante l'histoire, 2/3 d'histoire, 1/3 géographie. Ce qui fait que nous avions une formation qui était complète. Nous marchions sur nos deux pieds. Maintenant, avec les réformes qui ont été faites en France, les historiens ne connaissent plus la géographie et les géographes ne connaissent plus l'histoire. Donc c'est embêtant pour des géographes de ne pas connaître le passé et c'est embêtant pour des historiens de ne pas connaître le milieu. Bon, alors moi j'ai eu la chance de faire partie d'une génération où on a été formé différemment. Donc, ma première question c'est qu'est-ce que le Sahara occidental? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que politiquement ça veut dire quelque chose? Non. Le Sahara occidental, c'est la partie occidentale, c'est-à-dire la partie ouest d'un immense désert qui s'étend de la mer Rouge à l'Atlantique. Et dans cet immense désert, il y a un certain nombre d'États, un certain nombre de populations, mais il n'y a pas de Sahara occidental. Le Sahara occidental n'a jamais existé en tant que nation, en tant qu'État. Le Sahara occidental faisait partie d'un ensemble politique qui n'était pas un ensemble oriental, mais qui était un ensemble nordiste qui partait de Tanger et qui allait, disons, jusqu'au nord de la Mauritanie, avec bien entendu des extensions périodiques lors de certains épisodes historiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la partie algérienne dit oui, mais il y a un peuple sahraoui qui est colonisé par le Maroc et qui réclame son indépendance, ce qui pourrait parvenir à travers un référendum, etc. Et là encore, nous sommes dans l'illusion complète. Le Sahara, il n'y a pas de Sahraoui. Ou alors, si, tous les habitants du Sahara sont Sahraouis, tous les habitants qui vivent dans cet immense désert, qui, je le rappelle, part de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Sont Sahraouis les Toubous du Tchad. Sont Sahraouis les Touaregs et les Minden. Sont Sahraouis les habitants de... Sont Sahraouis les Libyens qui habitent dans le sud de la Libye. Sont Sahraouis les Algériens de Biskra, comme sont Sahraouis les Marocains. Donc, il n'y a pas d'identité humaine qui serait rassemblée autour d'un peuple sahraoui qui s'opposerait à une population marocaine et qui réclamerait son indépendance. D'autant plus que ces populations qui vivent dans ce qui est appelé le Sahara occidental sont des populations qui sont des populations bien connues, qui appartiennent à un certain nombre de grandes confédérations, dans ensemble, les Guébat, les Tekna, etc., qui tous sont attachés traditionnellement au Maroc, dont les ancêtres fondateurs sont des ancêtres marocains, qui ont des parties importantes de leurs composantes qui sont dans le Maroc septentrional, dans le Maroc oriental, etc. Donc, l'idée d'un peuple sahraoui n'existe pas, et l'idée d'un État sahraoui non plus. L'histoire, la géographie, l'ethnographie ne vont pas dans ce sens-là. Il y a, si vous voulez, un postulat idéologique, mais la force de la propagande, de la propagande, a fait que, pour certains, le postulat semble qu'il est une chimère devenue réalité pour certains. Alors, cette partie, on dira, atlantique du Grand Sahara, qui voilà, est la mer Rouge. Voilà, je crois que le terme c'est plus clair. La partie atlantique. Oui, voilà, le Sahara atlantique. Tout à fait. Alors, cette partie atlantique du Sahara, était-elle au XVIIIe, XIXe siècle factuellement marocaine? Pourquoi je dis factuellement? Parce que dans votre livre, vous évoquez, vous invoquez bon nombre de preuves factuelles pour le coup, notamment des traités signés entre l'Espagne et le sultan du Maroc, qui démontrent ouvertement que cette région du Sahara était marocaine. Déjà au XVIIIe, bien avant, mais restons juste dans la partie relativement contemporaine. Donc, quels sont les arguments les plus percutants qui ne relèvent pas de notre réalité marocaine, parce qu'on nous accuserait de subjectivité, mais qui impliquent d'autres pays qui le démontrent, comme l'Espagne? Dès le XVIe siècle, je dirais même dès la fin du XVe siècle, nous avons la preuve par des documents. Commençons par les origines. Les Espagnols vont s'installer aux Canaries, en 15e à peu près, grosso modo. Et dès l'installation des Espagnols aux Canaries, ces Espagnols vont constater que les eaux de ce littoral sont très poissonneuses. Et les Espagnols vont posséder des salines aux Canaries, ce qui va faire la fortune des Canaries.
Et à l'époque, le poisson ne se conserve pas. Il n'y a pas de la congélation. Donc, le poisson est excessivement consommé en Europe. L'interdit religieux fait que le vendredi, en Europe, dans les pays chrétiens, nous, chrétiens, ne mangeons pas de viande. En principe, le vendredi, nous mangeons du poisson. Et dans l'histoire du Moyen-Âge européen, les interdits religieux alimentaires sont tout ce qui est carême, parce que nous faisons le carême, nous aussi. Vous faites le ramadan, nous faisons le carême. C'est un carême qui dure 40 jours, et pendant lequel, en principe, on ne mange pas gras, on ne mange pas de viande, etc. Donc, l'importance du poisson. Et le poisson salé, parce qu'on ne peut pas conserver le poisson. Donc les Espagnols, les Canaries, vont établir un monopole très important grâce au poisson qui est pêché le long du littoral de ce qui va devenir le Sahara occidental et qui est conservé grâce aux salines des Canaries. Il est bien évident que dès le début, il y aura des relations entre le Maroc et l'Espagne. Dès le tout début de la présence espagnole aux Canaries, nous avons des traités entre les sultans du Maroc et les autorités espagnoles. Car les Espagnols vont bien sûr perdre des marins, des bateaux qui vont couler, des tempêtes, des naufrages, etc. Et dès le début, les Espagnols passent des accords avec les autorités marocaines, bien que cette région est sous contrôle marocain, pour faire libérer les marins naufragés qui pourraient être tombés aux mains de telle ou telle partie de cette région. Et nous avons, même sous les Ractacides, nous avons des documents selon lesquels les sultans du Maroc donnent en concession le droit de pêche entre les Canaries et le littoral marocain africain à l'Espagne. Et le titre dit, l'article dit bien aux Canariens et aux Espagnols. Et donc ce sont les plus anciens textes. Alors on pourrait les réciter, moi je les cite dans mon livre. Et puis nous avons des traités beaucoup plus récents. Nous avons notamment un traité qui est très intéressant. C'est le traité de 1911. Le traité de 1911 qui va voir la préparation. Nous sommes juste avant le protectorat. Le protectorat, c'est avec 1912. Et déjà, le partage se fait avant. Parce qu'en fait, le Maroc va se voir appliquer les accords internationaux qui ont été faits dans son dos avant lui. Or, les accords internationaux qui vont être faits sont des accords qui vont essentiellement être négociés entre trois puissances, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Alors, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, pardon. Et la France va désintéresser, entre guillemets, l'Angleterre en abandonnant toute revendication sur l'Égypte. Et à ce moment-là, l'Angleterre va laisser les mains libres à la France, au Maroc. Et il va falloir également traiter avec l'Allemagne. Mais les Espagnols vont se mêler à la question en disant mais attention, nous sommes à Tétouan, nous sommes là, nous voulons une partie, notamment en face des Canaries. Et nous avons un texte très intéressant que je cite de l'ambassadeur de France à Madrid, qui voit le Premier ministre espagnol, qui se plaint du fait que dans le futur protectorat qui se dessine, l'Espagne n'a qu'une petite partie du nord du Maroc, alors que la France va avoir tout le reste. Et l'ambassadeur, le texte est excellent, l'ambassadeur dit au Premier espagnol, vous pourriez tout de même reconnaître l'effort que nous avons fait, et genre le cadeau que nous avons fait, en détachant toute cette partie du Sahara pour la marocaine pour la donner à l'Espagne. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de discussion possible. À partir du moment où vous sortez les textes, à partir du moment où vous avez les accords internationaux, à partir du moment où vous avez les cartes, etc., tout le reste, c'est l'idéologie. Et c'est pour cela qu'il est très important, je le répète, pour des patriotes marocains, de savoir ça. Il ne suffit pas de dire c'est marocain, c'est marocain. Non. C'est comme disait De Gaulle à propos de l'Europe, sauter comme des cabris en disant l'Europe. Non. Il faut savoir de quoi on parle. Comme je dis souvent, en géopolitique, il ne suffit pas d'avoir raison. Ah non. Il faut se donner les moyens d'avoir raison et de le démontrer. Il faut étayer là. D'autant plus que chez la partie algérienne, qui est très faible au point de vue argumentaire, il n'y a pas d'argument. Et la partie algérienne oppose, des a priori,
auxquels l'on ne peut faire face qu'avec des faits. Le problème, c'est qu'avec nos amis algériens, il y a refus des faits. Moi, je le vois bien. Là, aujourd'hui, nous avons une conférence à Pesquet. Imaginez dans les universités françaises ou dans les cercles de réunion français, quand je présente l'histoire du Maroc ou l'histoire du Sahara dit occidental. Il y a de l'hystérie dans la salle, parce que la partie algérienne est une partie qui n'a pas d'argument hors de la vocifération. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Pour les scientifiques que nous sommes, avoir en face de soi des vrais débatteurs, c'est tout à fait stimulant pour l'esprit, c'est enrichissant. Ça peut même aider à changer d'idée. Ça peut aider, ça fait progresser. C'est de la disputation, au sens étymologique latin du terme, que naît véritablement la confrontation. Ça, c'est l'esprit universitaire. Autrement, le reste, c'est tout dogme. Et l'hystérie et de l'émotionnel. Alors, c'est bien qu'on ait introduit l'Espagne, parce qu'on y va graduellement avant d'arriver à la question de l'Algérie et de son implication dans ce dossier. Alors, le Maroc, contrairement à la plupart des pays du continent africain, a été l'objet d'une double occupation. Vous l'expliquez très bien dans le livre, autant espagnol, pour les raisons que vous avez évoquées, on lui a concédé des territoires dans une logique de compensation par rapport à un partage qui dépassait l'Espagne, mais il a été également l'objet d'une occupation française. Et vous rappelez que du point de vue de l'ONU, la dynamique de décolonisation ne peut se faire qu'à travers la réintégration des territoires amputés lors de la colonisation, quand il s'agit d'un État qui existait déjà avant d'être colonisé, quand il ne s'agit pas d'un État nouveau. Alors, dans quelle mesure le fait d'avoir été occupé par deux puissances européennes a-t-il rendu plus compliqué cette dynamique-là? Je vais répondre en deux temps. Je vais commencer par répondre au deuxième point de votre question. Si le Maroc n'avait été décolonisé que par une puissance, l'Espagne, la France, je n'aime pas parler clairement de colonisation marocaine. C'est pas l'Algérie, c'est un protectorat. Donc, si le Maroc n'avait pas été occupé par deux puissances, mais par une seule, l'indépendance se serait faite d'une manière unique. Et on ne parlerait pas de Sahara occidental. Parce que, imaginons que la partie qui est devenue le Sahara occidental ait été à l'époque du protectorat en 1913 entièrement sous l'administration française, l'indépendance de 1956, le retour à l'indépendance de 1956 serait fait du nord au sud. Et il n'y aurait pas eu de coupure. Le drame, c'est qu'il y avait deux administrations coloniales. Et comme il y a eu deux administrations coloniales, l'ONU et les partisans de l'Algérie vont utiliser un seul aspect de la définition de l'ONU. Et là, j'insiste, je pense que c'est un des points importants de mon livre, parce que c'est un argument qui est peu utilisé au Maroc, pas assez. Et comme je le dis souvent, il faudrait vraiment que ce point-là soit approfondi par des juristes. Moi, j'ai fait du droit, j'ai été étudiant en droit à Assas, j'ai fait du droit, mais je n'ai pas la formation juridique suffisante pour véritablement approfondir cette notion qui est sans appel. Je vais la développer. Que nous dit l'Algérie? L'Algérie nous dit, et a raison, que l'ONU parle de l'indépendance dans les frontières des États établis d'après les anciennes provinces coloniales auxquelles ces États succèdent. On est d'accord? Donc c'est le droit hérité de la colonisation. Les frontières héritées de la colonisation. C'est imparable. Oui, sauf que l'ONU ne dit pas exactement ça. L'ONU distingue deux types d'États. Les États nouveaux, dans lesquels et pour lesquels les frontières sont héritées de la colonisation, puisque ces États n'existaient pas avant la colonisation, et que c'est la colonisation qui les a créés à partir de ses limites internes. Donc c'est le cas d'une très grande partie de l'Afrique, et parfois aussi de l'Asie. Mais l'ONU nous dit également, et là c'est fondamental, ce point, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est un point on voit peu dans l'argumentaire marocain, et pourtant c'est un point fondamental. La résolution 1514 de l'ONU
en date du 14 décembre 1960, nous dit quoi? Je cite. Ouvrez les guillemets. Les territoires coloniaux arrachés à un pays souverain ne peuvent avoir une forme de décolonisation autre que leur réintégration au pays d'origine duquel ils ont été dissociés. Article 6. Si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale après sa décolonisation. C'est clair. Parce que quand les Algériens parlent des frontières héritées de la colonisation, de l'intangibilité, ils font allusion à eux-mêmes, puisque l'Algérie n'existait pas avant 1962. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'histoire d'Algérie, attention, mais l'Algérie en tant qu'État n'existait pas. Avant 62, c'était la France. Avant la France, c'était la Turquie. Avant la Turquie, c'était les principautés, ou c'était le Maroc. À l'époque, les Almohades, tout ça était marocain. Et tandis que le Maroc, lui, n'est pas un État nouveau. C'est un État qui existe. Et comme je le dis chaque fois, et je le répète, et c'est important à longue durée, quand Hugues Capet, qui est le premier roi capétien, est élu en 987 en France, la dynastie idrisside a déjà 170 ans d'existence. Donc c'est un État qui est plus que millénaire, 1200 ans, 1300 ans. Donc à un État millénaire, on ne peut pas appliquer un principe de frontière hérité de la colonisation, puisque cette colonisation a amputé un État qui existait avant la colonisation. Alors le problème, c'est que nous avons la confrontation de deux États, le Maroc avec son ancrage millénaire et l'Algérie qui naît en 1962. Alors l'Algérie a raison de dire, dans sa logique, que les frontières doivent être les frontières héritées de la colonisation, mais le Maroc a encore plus raison en disant que ce n'est pas parce qu'il y a des États nouveaux qu'un État ancien doit accepter d'être amputé au profit de cet État nouveau. Donc c'est un double. C'est un point important. Il faut vraiment que ce point juridique soit étudié à fond par les juristes marocains parce qu'il n'est pas assez mis en évidence. Moi, je pense que c'est un point important de mon livre qui est donné à ce moment-là. Donc le Maroc va opposer à un principe nouveau sa légitimité, sa profondeur historique. Mais le problème, c'est que le droit international, c'est un droit occidental. C'est un droit occidental. Et la Cour internationale de justice fonctionne sur des principes occidentaux, sur des principes qui sont le résultat des révolutions juridiques, politiques, intellectuelles et religieuses depuis le XVIIIe siècle en Europe. C'est ça le droit international. Comment voulez-vous que des juristes du droit international puissent comprendre ce qu'est le phénomène, par exemple, de la Beria? C'est pas pensable. C'est complètement en dehors de leur schéma juridique et de leur schéma intellectuel. Donc il y a un télescopage. Alors, jusqu'à présent, nous étions dans une impasse. Or, et là c'est une grande preuve d'optimisme, depuis, disons, une dizaine d'années, éclate le magistère occidental avec ses principes juridiques au profit du multicentrisme. Et nous voyons maintenant, avec la renaissance de vieux États ou de vieilles civilisations qui avaient été en endormissement, en sommeil pendant la période coloniale, nous voyons qu'un nouvel ordre mondial se met en place avec de nouvelles définitions. Et dans ce contexte-là, je pense que les définitions nationales vont petit à petit réussir à l'emporter sur le principe du droit international, qui est un droit national, disons le terme, post-colonial, puisque c'est un droit qui est basé sur l'individu, c'est-à-dire sur un concept européen et nord-américain, c'est-à-dire au total 700 millions d'habitants sur 7 milliards, parce que les 7 milliards d'autres ne vivent pas, ou du moins ne définissent pas leur mode d'existence sur le principe d'abord de l'individu, mais sur le principe des cadres sociaux, des structures
Et ça, c'est fondamental. Et l'universalisme individualiste est en train de pousser son champ du cygne avec son auto-suicide à travers sa philosophie, la théorie du genre, LGBT, etc. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin. C'est le bout du processus qui va aboutir véritablement à l'éclatement de cela pour un retour à l'ordre naturel. Moi, je crois beaucoup au retour à l'ordre naturel. Ça ne va pas durer, ça. Donc, avec toute cette évolution qui va se faire, je pense que, je pars très loin du Maroc, là, mais je vais revenir à la Beya. C'est fondamental. Car c'est un principe qui est fondamental, car le droit national marocain repose là-dessus. Donc, chose qui ne peut pas être comprise par le juridisme international. Ce qui va expliquer la règle de la Cour internationale, qui va donner raison au Maroc, mais avec un petit frein derrière où on sent une incompréhension culturelle, juridique, philosophique et religieuse. Effectivement, le paradigme de ces juristes ne leur permet pas de comprendre le concept de la Beya. Au fait, c'était la forme d'expression et d'existence de la souveraineté dans un État traditionnel. Et qu'on ne peut pas, vous l'expliquer très bien, projeter une conception moderne de la souveraineté, fondée sur l'État-nation, à partir de la pensée de Jean Bodin, de Thomas Hobbes, etc., sur une réalité qui ne s'y crée pas. Et donc, elle tombe dans un anachronisme. Mais... Avec en plus, pour ce qui concerne la fait, la notion de séparation des pouvoirs. Or, dans le principe de droit traditionnel, le chef détient à la fois l'auctoritas et la potestas. Et s'il perd ou l'un ou l'autre, il n'est plus le chef. Tout à fait. Donc c'est spirituel et c'est temporel. Mais alors je peux comprendre que les juristes ne comprennent pas cette réalité culturelle marocaine ou traditionnelle. Parce que même en France, la féodalité était fondée sur des liens d'allégeance symboliques. Mais l'Espagne ne pouvait pas ne pas savoir que le Sahara qu'elle occupait était marocain, du fait même que les traités dont on parle depuis le début et qui figurent dans votre livre, ils les possèdent également en copie. Donc, une forme de mauvaise foi espagnole, à l'époque, pour ne pas tomber à notre tour dans l'anachronisme en traitant l'Espagne aujourd'hui, ce qui a été fait par nos ancêtres, mais peut-on dire qu'il y a un rôle beaucoup plus important, une faute beaucoup plus importante de l'Espagne à l'époque que de la France? Parce que la France, quand elle quitte le Maroc, dans le schéma de décolonisation, globalement ça se passe bien, De Gaulle propose au Maroc même de décider des frontières par rapport à la future Algérie. Le Maroc, élégamment, vous y revenez dans l'ouvrage, refuse en disant qu'on ne va pas négocier dans le dos de nos frères algériens. Après, c'est avec, ce ne sont pas tout à fait des frères comme Karin et Abel. Mais l'Espagne a quand même tout fait pour s'accrocher à tout prix à ces territoires-là, dans un schéma de mauvaise foi totale, et que le problème est davantage marocain-espagnol que marocain-français. Je ne vais pas parler de mauvaise foi parce que je suis un historien. L'historien ne connaît pas la mauvaise foi. Il connaît les intérêts nationaux, les rapports de force. Un pays n'a pas d'amis, il a des intérêts. Donc l'intérêt de l'Espagne à l'époque était de dépecer le Maroc. Voilà, c'est tout. Portons pas de jugement de valeur. L'Espagne a voulu rester au Sahara. L'Espagne a voulu rester au Sahara. Toujours les Canaries. Les Canaries, c'est cette notion. L'Espagne n'aurait pas les Canaries, il n'y aura pas eu de Sahara occidental espagnol. Et l'Espagne va essayer pendant un certain temps d'entretenir la fiction, car en fait c'est l'Espagne qui va l'inventer. C'est l'Espagne qui va inventer la fiction d'un pseudo-État sahraoui, en espérant avoir un petit protégé très faible, dépendant d'elle, pour exister. Et l'Algérie a eu le même intérêt. L'Algérie qui va reprendre, dans mon livre, il y a une carte qui est absolument parlante, qui est une carte qui représente la vision, je ne l'ai pas mise ici, mais elle est dans mon livre, qui représente la vision qu'ont eu certains cercles ultra-coloniaux français de l'époque de l'Algérie française, qui était de couper le sud du Maroc par une bande qui aurait permis à l'Algérie française d'avoir une ouverture sur l'Atlantique. Pas le projet Polisario. L'Algérie, à l'heure actuelle, est l'héritière des ultras de la colonisation française. L'Algérie a hérité des frontières, a hérité du jacobinisme et a hérité de ce projet de pousser vers la frontière. Pourquoi la carte le montre bien. L'Algérie, c'est un immense ventre.
obèse au Sahara, qu'elle n'a jamais possédé, que la France lui a offert en 1960. Car ce n'est qu'en 1960 que De Gaulle, après l'échec de la communauté de l'office saharien, après l'échec de ces négociations, décide de rattacher le Sahara à l'Algérie. Mais si la négociation régionale s'était faite différemment, la France ne rattachait pas le Sahara à l'Algérie. Donc en 60, De Gaulle décide de se débarrasser de ce qu'il appelait le fardeau algérien, parce que ça coûtait trop cher à la France, et il appelait le fardeau, c'est pas très chic pour l'Algérie, mais bon, c'est cela. Et De Gaulle va donc donner le Sahara à l'Algérie, ce qui fait que l'Algérie se retrouve avec un énorme ventre et une toute petite tête sur la Méditerranée, toute petite façade. C'est-à-dire, tu vois, les gros ventres et petites têtes sur la Méditerranée. Et la Méditerranée, qu'est-ce que c'est, c'est un lac? C'est une sorte de mer Noire. De même que les Russes sont bloqués par les détroits, les Dardanelles, l'Algérie, comme tous les pays méditerranéens, se trouve être bloqué par le détroit de Gibraltar. Vous mettez 3 mines ou vous mettez un sous-marin dans le détroit de Gibraltar, plus personne ne sort. Tandis que le Maroc, plusieurs milliers de kilomètres de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Donc là, l'ouverture est grande. Non. Pour l'Algérie, il y a cette obsession de la pousser vers l'ouest et cette obsession de l'Atlantique. Et toute la politique algérienne va s'expliquer par ça. Donc, nous sommes dans les années qui vont précéder 1975 et l'Espagne sait qu'elle va devoir quitter le Sahara. Donc l'Espagne va essayer de créer une fiction d'un État ou d'une entité et elle va être alliée à l'Algérie. Car l'Espagne, dans cette entreprise, va être alliée à l'Algérie très, très tardivement. Je vois quand je donne des conférences en Espagne, je dis toujours, en France, quand je donne des conférences, j'ai contre moi le lobby algérien, et quand je donne des conférences en Espagne, j'ai contre moi le lobby sahraoui. Bon, des deux côtés, on retrouve la même chose. Donc l'Espagne va arriver jusqu'au moment où la réelle politique va l'emporter. Bon, parce que finalement, on ne peut pas, ou alors on meurt. Si on reste dans l'idéologie, un État ne peut pas rester dans l'idéologie en permanence, il meurt. Donc les constantes historiques, les marxistes parlent des lignes de force, moi qui suis un bavilien, je parle des constantes historiques, et ça finit par s'imposer. Donc l'Espagne va devenir une approche réaliste, d'où l'évolution politique que nous connaissons. Mais la réalité historique, c'est cette politique, cette attirance vers l'Atlantique pour l'Algérie, et cette volonté pour l'Espagne d'être, c'est-à-dire tranquille sur sa rive ouest, sur la rive est, pardon, de l'archipel des Canaries. Donc, au fait, l'Espagne, ayant compris que son départ était de toute manière irrémédiable parce que le monde post-45 avait radicalement changé, que l'Union soviétique et les États-Unis étaient tous les deux d'accord pour le démembrement des anciens empires coloniaux, et donc, avant de quitter, elle a décidé, comme vous l'expliquez, d'inventer la fiction d'un pseudo-État fantoche dans cette région-là du Sahara Atlantique, afin de servir de relais et de maintenir l'influence espagnole dans la région. Et l'Algérie, pour des raisons qui sont propres, totalement différentes de celles de l'Espagne, a adhéré à ce narratif-là, mais avec un autre argumentaire. Et l'Algérie va mettre en avant l'idée de l'autodétermination, ce qui est tout à fait paradoxal, parce que l'Algérie va demander l'autodétermination d'un territoire qui a été, comme le disait Antonio Gutiérrez, décolonisé en 1975, mais elle-même ne va pas appliquer chez elle le principe d'autodétermination pour les territoires marocains que la colonisation française a rattachés à l'Algérie. Il n'y a pas de projet d'autodétermination pour le Gourara, le Tidiquelt, Saoula, etc. Bon, donc on est vraiment dans le paradoxe. Disons, l'hypocrisie. On revient à la mauvaise foi. On en revient à la mauvaise foi. Je ne devrais pas le dire. Non, mais on est humain, c'est normal. L'historien n'a pas le droit de parler de mauvaise foi. On n'est pas tous historiens, on est également humains, ça. Alors, donc je disais que l'Espagne, voilà, invente cette fiction avant enfin, pas avant de partir, parce qu'elle traîne des pieds et ne veut pas partir de toute manière. Et donc, il a fallu le coup de main réalisé par Sa Majesté le roi Hassan II, à savoir la marche verte, pour obliger l'Espagne à accepter le fait accompli, c'est-à-dire la marocanité du Sahara. On est passé avec le droit de la guerre. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'on doit énormément à cette marche verte, parce que sans la marche verte,
on serait en train de défendre la marocanité d'un Sahara où on n'aurait pas été présent. Ah oui, oui. Aujourd'hui, c'est un avantage énorme d'être dans le Sahara et de le défendre, plutôt que de le défendre en n'y étant pas. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui le voient comme une fête folklorique, etc., mais qui ne perçoivent pas que ce fut réellement quelque chose de génial et d'extraordinaire et qui continue de produire des effets aujourd'hui. C'est une idée géniale, parce que c'est une fête accomplie, et surtout l'idée de prendre des populations de toutes les provinces, et de toutes les origines, etc., sociales et autres. Et avant-hier, j'ai appris qu'il y avait même des Libanais qui ont fait la marche verte avec les Marocains. Qui habitaient au Maroc. Et moi, j'ai eu des amis français du Maroc qui l'ont fait aussi. Donc ça a été notamment un ami qui était parmi ceux qui ont organisé le ravitaillement en eau. Ouais. Et donc c'est quelque chose qui a été tout à fait important. Donc bien sûr, comme vous le dites si bien, si le Maroc n'avait pas fait la marche verte, je ne vois pas comment il aurait pu récupérer le Sahara occidental uniquement par la négociation et par la pression internationale. Ça va pas mal. Et de temps en temps, il faut couper du nœud gordien. Il faut savoir trancher du nœud gordien. Et là, c'est le travail, c'est le génie des grands politiques. Ce qu'était Sa Majesté Hassan II, c'est-à-dire à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut y aller. Et quand il faut y aller, on y va. L'intérêt, et là, attention, le contexte, il n'est pas facile. Ce que vous dites, pour un théâtre de la guerre, les Espagnols étaient très excités au début. Parce que, attention, c'était l'agonie de Franco. Franco était en train de mourir, et il y avait la vieille garde espagnole qui eux, n'acceptaient pas de devoir se retirer. Il y avait quand même 4 des 5 tercios espagnols qui étaient là. Il y avait le Grupo Ligero de Caballeria, il y avait l'élite de l'armée espagnole qui était là. Donc, on était à 2 doigts. En même temps, les Algériens qui attaquaient dans les parties est. Donc, on a été vraiment à 2 doigts. Et il y a eu beaucoup de génie qui fait que, bon, il y a eu les accords. Mais on est passé très près de la guerre. Hein. Il nous reste quelques minutes avant d'ouvrir le champ questions-réponses. Alors, peut-on affirmer aujourd'hui que l'élite algérienne, l'élite politique ou la junte algérienne sait très bien que le Sahara est marocain? Et que le fait de continuer à pousser ce narratif fallacieux du point de vue du droit international autant que de l'histoire procède d'une logique existentielle. C'est qu'il a besoin d'entretenir ce narratif comme étant le fondement de son régime politique. Et que de fait, comme c'est existentiel, il n'y a pas moyen de trouver une solution avec l'Algérie. D'autant plus que l'Algérie dit qu'elle est neutre et qu'elle n'est pas engagée là-dedans. C'est une affaire entre le Polisario et le Maroc. C'est fondamental. Et je vais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, les négociations entre la France et le Maroc qui n'ont pas eu lieu malheureusement pour la rectification des frontières. Donc quand De Gaulle, n'oublions pas que Mohamed V et De Gaulle étaient très proches. Mohamed V était compagnon de la Libération. N'oublions pas qu'en 1942, quand il y a eu le débarquement américain, Hiroshima, etc., et que l'armée française qui était au Maroc a failli repousser les Américains. Moi je connais bien, mon père a participé à ces combats. Donc, je sais très bien comment c'est passé. Et qui a rétabli la paix? C'est le roi du Maroc. C'est le roi du Maroc le sultan, qui a réussi à imposer le cessez-le-feu. Véritablement, De Gaulle était très proche de Sa Majesté Mohamed V. Et De Gaulle, dès le début, dès 1958, veut donner l'indépendance à l'Algérie. On s'est trompé complètement en France en croyant que De Gaulle l'armée met De Gaulle au pouvoir pour garder l'Algérie française, et De Gaulle fait comme s'il allait garder l'Algérie française, parce que s'il était arrivé au pouvoir porté par l'armée en disant je vais donner l'indépendance à l'Algérie, il était mort, il était abattu. Donc il a joué d'une manière très habile. Et dès 58-59, comme il sait que la France va donner l'indépendance à l'Algérie, et comme c'est un homme d'histoire, De Gaulle est un homme cultivé, et De Gaulle savait très bien que le Maroc avait été amputé par la France. Et comme De Gaulle était en très bon terme avec la monarchie marocaine, il propose au Maroc une négociation de la rectification des frontières. De Gaulle était prêt à donner dès le départ, Tindouf, bien sûr, Colombéchard, etc. Toutes ces autres. Plus à l'ouest, la discussion aurait commencé. À l'époque, je rappelle que le Sahara n'a pas encore été donné à l'Algérie par la France. Parce que la France va donner le Sahara à l'Algérie qu'à la fin de l'année 60. On parle
pas du Sahara atlantique marocain, mais non, non, Sahara dans la partie algérienne, juste pour rectifier. On s'est compris, on s'est compris. Je parle du Sahara, qui est actuellement algérien. À la fin de l'année 60. Tandis que la négociation va commencer 58-59. Donc, il y avait la possibilité à l'époque de rectifier des frontières. Et comme vous le disiez fort justement, le Maroc, très élégamment, va dire non, on ne va pas accepter de discuter avec le colonisateur sur le dos des Algériens qui se battent contre le colonisateur. Nous allons nous entendre entre frères maghrébins après l'indépendance de l'Algérie. D'où les accords de 1961 qui sont passés entre le Maroc et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui disent très clairement qu'après l'indépendance de l'Algérie, les négociations feront, une commission mixte se réunira pour que les rectifications des frontières soient faites. L'Algérie est indépendante. Tindouf est occupé par l'armée algérienne. Ça commence mal pour la fraternité maghrébine. Ça commence mal pour le respect des accords de 1961. Et le roi Hassan II, alors j'insiste toujours dans les conférences, lisez le défi de Sa Majesté, le roi Hassan II. Je ne sais pas qui n'a pas lu le défi dans cette salle, ou qui a lu le défi dans cette salle. Voilà, voilà. Eh bien, c'est triste. Vous devriez tous l'avoir lu, le défi, parce que si vous avez lu le défi, vous avez véritablement toute la trame de cette période. C'est un livre à la fois de témoignages, et c'est un livre d'histoire, vraiment extraordinaire. Hassan II raconte tout ça. Donc, Hassan II, dès l'indépendance de l'Algérie, danse un peu les Algériens. Bon. Et puis, Ben Bella au pouvoir, on va voir après comment Ben Bella arrive au pouvoir. Et Hassan II rencontre Ben Bella, il dit alors, Sire, laissez-moi m'installer, le pouvoir est difficile, et après, on va négocier. Guerre des sables. Attaque des garnisons marocaines par l'armée algérienne, en guise de négociation. Alors, que s'était-il passé? Mais c'est très simple. Il s'est passé que Ben Bella et l'État, le système algérien, ne reconnaissent pas les accords du GPRA. Pourquoi? Il se passe en Algérie, dès l'indépendance, une guerre civile entre ceux qui se sont battus contre les Français et ceux qui étaient au Maroc et en Tunisie dans l'armée des frontières, qui n'ont quasiment pas combattu, puisqu'ils étaient en Algérie et au Maroc. Tandis que ceux qui ont combattu les Français dans les vilayats d'intérieur, malheureusement pour eux, il n'en reste plus beaucoup, parce qu'il y a eu des morts pendant la guerre d'Algérie. Et au moment de l'indépendance, les combattants de l'intérieur se font voler l'indépendance par ceux de l'extérieur, par l'armée des frontières. Et des combats ont lieu en juillet et en août 62, et le GPRA est renversé par l'armée des frontières, qui va mettre un homme lige au pouvoir, Benbella, qui ensuite sera lui-même renversé par l'armée, et le système algérien naît à ce moment-là. Le système algérien qui aujourd'hui est au pouvoir naît de ce renversement du GPRA par l'armée des frontières, par le pouvoir militaire, avec la négation du congrès de la Soumam, parce que nous sommes là dans la grande opposition. Le congrès de la Soumam, qui date de 1956, et qui a été fait par les combattants d'intérieur, qui définissent l'Algérie indépendante de demain comme non confessionnelle, non alignée sur les blocs, berbéro-arabe ou arabo-berbère, et pas de pouvoir militaire, sont renversés par ceux qui ont des positions complètement différentes et qui vont prendre le pouvoir à partir de l'été 62. Et ces gens-là ne veulent pas reconnaître les accords du GPRA et vont s'ancrer dans la définition des frontières héritées de la colonisation et vont devenir les héritiers de l'Algérie française. Moi, je dis souvent à mes amis algériens, au lieu d'attaquer la France, vous devrez mettre partout sur les bâtiments officiels « Vive l'Algérie française ». Parce que c'est la France qui a créé l'Algérie, c'est la France qui a unifié l'Algérie, c'est la France qui a fait l'Algérie et qui a donné à l'Algérie le Sahara et des frontières en rattachant à l'Algérie des territoires marocains. Il faut dire merci au lieu de critiquer. Mais ils n'aiment pas qu'on dise ça. Pour conclure, il y a un dernier aspect extrêmement important.
Alors on a vu depuis une dizaine d'années à peu près, à partir de 2015-2016, un changement radical dans la dynamique diplomatique autour de ce dossier, notamment du point de vue marocain. Oui. Puisqu'on a eu la réintégration de l'Union africaine, le Maroc a mis fin à la politique de la chaise vide. Il y a eu une pluralité de partenariats stratégiques signés par d'autres puissances que le monde occidental, grâce à une diplomatie royale proactive, et avec Moscou, avec Pékin, avec New Delhi et d'autres. On a eu de plus en plus de pays africains qui ont abandonné la reconnaissance de la pseudo-race, et enfin on a eu la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, et le soutien au plan d'autonomie par les plus grands pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, la France, etc. Peut-on dire que le plan d'autonomie proposé par le Maroc a été la bombe atomique sur le plan diplomatique qui a dévoilé, pour reprendre encore le thème, la mauvaise foi de l'Algérie? C'est que le Maroc a apporté la preuve ultime de sa volonté de trouver un juste milieu pour permettre à l'Algérie de sauver la face, tout en dépassant le dossier, et que face à cette proposition, l'Algérie n'a pu réagir que par de la violence et par plus de violence. Oui, les masques sont tombés parce que cette évolution marocaine, cette proposition marocaine, a été faite dans un esprit, j'allais dire, de conciliation. Alors que la position algérienne a toujours été une position d'ancrage sur des idées intangibles. Et ceci a permis à l'opinion internationale d'avoir un argument de sortie de crise. Et ça, c'est fondamental. Parce que là, effectivement, cette solution, et c'était un peu, en quelque sorte, si l'Algérie avait été habile, l'Algérie sait en elle-même, au fond d'elle-même, quand on discute avec les Algériens, moi j'ai été professeur à l'école de guerre à Paris, donc j'ai eu, me sont passés dans mes séminaires, beaucoup d'Africains, sur des Marocains, et des Algériens aussi, qui sont des généraux, etc. Et quand on discutait avec eux, alors je dirais pas de nom parce que ils vont partir à la prison avec les 150 autres généraux africains, algériens, parce que ça tourne, hein, en Algérie. Et il me disait, mais c'est évident, le Sahara occidental, on n'y peut rien. Bon. Donc là, l'Algérie avait la solution pour sortir sans perdre la face, sortir par le haut. Elle n'a pas saisi l'opportunité. Et au contraire, elle s'est enferrée dans un jusqu'au-boutisme qui se retourne chaque jour contre elle. Parce que les pays africains, qui les uns après les autres, notamment les pays africains, cessent de reconnaître pseudo RSD, ont été sensibles à cela. Parce que d'un côté, quand vous prenez les discours de Sa Majesté Mohamed VI, c'est quand même extraordinaire. À aucun moment, vous n'avez d'agressivité. À aucun moment, vous n'avez de dureté. À aucun moment, vous n'avez de volonté d'humilier. C'est toujours la main tendue. Et en face, vous avez la suite. Mais ça, c'est vrai, ça marche peut-être pour la politique intérieure du système algérien, mais à l'extérieur, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que les gens lisent, les gens sont à l'étranger, ils sont cultivés, ça. Et donc, on se retrouve... Moi, je suis inquiet d'une chose, c'est comment les futures autorités algériennes vont-elles faire pour sortir de cette impasse? Comment vont-elles sortir de cette impasse? Peut-être une démilitarisation du régime. Il y a eu un Hirak qui s'est arrêté en raison de la pandémie, mais qui pourrait demain redémarrer de manière pacifique et aboutir peut-être un peu, c'est une lecture, où l'armée rentrera dans les casernes et on pourra enfin dialoguer avec des gens qui ont à cœur l'intérêt des Algériens. On ne demande même pas aux Algériens d'être pas marocains, mais on leur demande d'être pro-algériens et donc de fait de dialoguer avec le Maroc et de permettre à cette région de déconner collectivement. On n'en est pas là pour le moment, et lorsqu'on voit les déclarations du président Tebboune, jamais les déclarations ont été aussi dures que maintenant. Là, on sent qu'on est en fin de cycle. Là. Et que, j'allais dire, l'ultra-chibanisme des dirigeants algériens, fait qu'ils n'ont pas compris que le monde avait évolué. Hein. Et à un moment où le disque a tourné. Alors, que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Mais comment? Mon problème, c'est non pas ce va se passer comme le sait, faire Marocain et Marocain, mais comment l'Algérie s'est tellement engagée
dans cette affaire, comment peut-elle sortir de là sans se sentir humiliée ou sans perdre la face? Voilà. C'est plus défi les diplomates à l'avenir que trouver le moyen de dépasser laissons les diplomates. Oui. Tout à fait. Voilà. En tout cas, tous ces aspects-là sont très détaillés et argumentés dans le livre, donc je vous invite à les découvrir et je remercie au nom de l'Université Euromède de Bath et au nom de toute la direction du corps professoral, des étudiantes et étudiants, je remercie Bernard Luban pour tous ces éclairages, pour ces livres et pour l'amour qu'il porte pour son second pays, le Maroc, sachant qu'il est Mknassi. Ah, moi c'est bon. Je crois qu'on va prendre quelques questions. L'Algérie, il y avait 3 départements. Les 3 départements, l'Algérie française. Et au sud, il y avait le Sahara, France, qui était un territoire militaire et qui était contrôlé par le QG militaire à Alger pour des histoires de convenance. Quand est-ce que ce territoire est-il passé d'un contrôle militaire à un contrôle civil? Et dans quelles conditions? Il n'est jamais passé réellement à un contrôle civil parce qu'il y a eu les essais atomiques qui ont fait que c'est resté sous l'organisation militaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ce territoire a été politiquement rattaché à l'Algérie du Nord. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est à la fin de l'année 1960. Jusque-là, à la suite de 2 échecs politiques, l'échec de l'Office commun des régions sahariennes et à la suite de l'échec des négociations proposées par la France au Maroc pour la rectification des frontières. Donc à ce moment-là, De Gaulle a décidé, puisque l'Office des régions sahariennes ne peut pas se faire, De Gaulle s'est dit, on va pas rester avec un pied dedans, un pied dehors, on coupe directement, on tranche dans le vif, et on se débarrasse de ce qu'il appelle le fardeau algérien. Donc, on donne l'Algérie en prime, avec simplement un dernier accord qui est passé avec le FLN, que la France puisse encore 2 ans utiliser la base de Reagan, qui va permettre d'achever le processus atomique français. Après, c'est plus pas. Ensuite, très rapidement, la France avait suffisamment d'espace maritime en Océanie et a transféré complètement ses champs atomiques en Nouveau-Loire, etc. Ce qui est d'ailleurs beaucoup mieux. Moi, ça tuait des poissons, mais ça tuait pas des hommes. Et quoique, énormément de marins français qui étaient dans les observations lointaines et qui meurent les uns après les autres de leucémie, encore après les essais de Nouveau-Loire. Donc voilà, disons que c'est dans les derniers mois, dans les dernières années de l'Algérie française. Ce territoire militaire, d'ailleurs, le sud algérien, même les régions Biskra, Togourt, etc., ont été longtemps territoire militaire avant de devenir département. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des départements, car c'est très important. L'Algérie française, Élysée, c'est la France. La France ne pensait pas un jour devoir donner l'indépendance à l'Algérie. Au Maroc, c'est différent. Quand Lyautey arrive au Maroc, un discours de Lyautey de 1916, donc quelques années après le Maroc, disant il faut bien être persuadé que dans un avenir proche, nous allons quitter le Maroc. Il le dit dès 1916. L'Algérie, tout le monde pensait que c'était la France, le département français. Or, comme l'Algérie était département français, elle élisait des députés. Alors, entre 12 et 20 députés en fonction des régions. Or, la France, à l'époque, et ça c'est fondamental, c'était la Troisième République. Et la Troisième République était le régime des partis, où il y avait un système quasi proportionnel qui fait qu'il n'y avait pas de majorité. Il y avait 2 grands blocs, grosso modo la droite, grosso modo la gauche, et il y avait des petits partis charnières qui faisaient des majorités. Un peu comme, vous voyez, comme en Israël, avec les 2 partis et les 5 députés religieux
font, en fonction de leur vote, s'ils vont pour les uns ou pour les autres, ils font le gouvernement. Les forces politiques ne bougent pas, mais il y a 5 ou 6 députés qui passent d'un camp dans l'autre. Bon. En France, c'était la même chose. Il y avait les députés d'Algérie, qui étaient d'obédience politique différente, souvent radicaux, d'ailleurs souvent francs-maçons, certains de droite, mais souvent plutôt des radicaux francs-maçons, et qui soutenaient tel ou tel gouvernement en fonction du soutien que ce gouvernement donnait à la politique de l'Algérie française. Ce qui fait que l'Algérie a eu un rôle essentiel dans la politique française, dans le sens où aucune réforme n'était possible, notamment au point de vue territorial. Ce qui va expliquer le fameux document du maréchal Lyautey de 1924, donc peu de temps avant le départ de Lyautey, le cartel des gauches arrive au pouvoir en France. Donc, ces députés Algérie française, de l'Algérie française, vont se mettre du côté du cartel des gauches. Donc la droite perd de pouvoir. Et que va demander la France à ce moment-là? Une amputation du Maroc entre la zone espagnole et la région d'Agadir, à peu près, pour que l'Algérie française puisse avoir un couloir allant jusqu'à l'Atlantique. Vous voyez, la politique. Or, Lyautey est totalement opposé à cela. Ça va probablement coûter le poste de Lyautey, parce que le cartel des gauches va, dans les mois suivants, évincer Lyautey, le faire évincer par Pétain, la guerre du Rif, etc. Lyautey dit, mais c'est pas possible. Nous sommes ici dans un système de protectorat. Protectorat, ça veut dire protection, ça ne veut pas dire amputation. Donc Lyautey va réunir des historiens marocains, des historiens français, etc. Et Lyautey va faire publier un énorme document qui date de 1924, justement sur les frontières marocaines. Et Lyautey remet tout sur la table. Il dit que Colombéchard est marocain, etc. Et au sud, dit les frontières du Maroc au sud vont jusqu'à l'AOF, c'est-à-dire jusqu'à la Mauritanie. Et Lyautey écrit, je publie cette lettre dans mon livre, il écrit personnellement au Premier ministre, c'est-à-dire à l'époque on disait président du Conseil, en disant je m'oppose faux contre totalement cette idée, etc. Donc, on a véritablement là quelque chose qui est fondamental, qui montre bien que nous sommes en présence d'une réalité. Donc cette réalité de l'Algérie se retrouve avec les permanences aujourd'hui, un problème politique. Alors c'est intéressant l'affaire de Lyautey et pour la suite. Donc le cartel des gauches arrive au pouvoir, et jusqu'à présent, on n'osait pas faire partir Lyautey. Lyautey était puissant. Donc la gauche arrive au pouvoir, et la gauche décide de se débarrasser de Lyautey. Comment va-t-elle se débarrasser de Lyautey? Elle ne va pas le faire de front. Elle va lui retirer une partie de ses pouvoirs. Je disais que le résident général avait à la fois l'auctoritas et la potestas. Et on va lui retirer le pouvoir militaire. On va lui laisser que le pouvoir civil. Et Lyautey va dire, moi, non. L'originalité du protectorat, c'est que je suis à la fois chef politique et chef militaire. Donc à ce moment-là, il va décider de démissionner. Et la France, pour le dégommer, envoie Pétain, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, auréolé de gloire. Pétain arrive au Maroc en pleine guerre du Rif. Et au moment où le front est stabilisé, la descente des Rifins sur Fès a été stabilisée, le Ouargla, etc. Parce que Lyautey va avoir une discussion très ferme, très sévère avec Pétain. Lyautey va dire à Pétain, mais moi je ne veux pas écraser Abdelkrim. Abdelkrim est un grand chef. Ce que je veux, c'est le ramener dans l'autorité du sultan, du Maroc, etc. Je ne veux pas du tout. Au contraire, ça doit être un des grands commis de l'État marocain. Et Pétain lui dit, vous faites de la politique, moi je fais de la guerre. Et la France va, avec l'Espagne, vitrifier le Rif. Donc là encore, on voit deux conceptions de la politique, etc. Et donc le parti colonial, ultra, et c'est la gauche qui est au pouvoir, va soutenir bien sûr l'affaire du Rif, sauf le Parti communiste, c'est autre chose. Et nous sommes là encore dans une grande réalité. Le rôle des députés français d'Algérie au Parlement
rôle très important qui est peu mis. Je t'en fais une chronique pour le 360. Ça mérite peut-être d'être. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler dans les médias français quand ils parlent de la question. Je ne l'ai jamais évoqué. Ouais. Ça, j'en parle. Et on va le retrouver jusqu'à la fin. Par exemple, Mayer, qui va être président du Conseil français en 1952-53, était député de Constantine. Donc ça explique. Donc, professeur, vous avez parlé du pouvoir des cartes et nous l'avons totalement remarqué lors de la rencontre du RS Berkel, puisque notre chère carte a pu marquer 6 buts aller-retour. Donc, ma question, professeur, est assistons-nous à l'implosion de l'État voisin du fait que l'ennemi que ce dernier a créé pour camoufler les failles internes ne fait qu'esquiver les coups en toute finesse. Oui, alors, à l'heure actuelle, il y a deux menaces pour l'État algérien. Je ne parle pas de la menace sociale, qui est énorme. Je ne parle pas de la menace économique, qui est énorme aussi. Je parle de la menace existentielle. L'une, c'est le mouvement kabyle. Disons plus le mouvement kabyle que le mouvement berbère dans le cas présent. Parce que le reste, souvent des cadres actuels du système qui sont taurésiens, etc., qui sont sur les bords. Disons, la question kabyle, on voit bien avec le MAC, etc. Alors, ce mouvement a-t-il un avenir? Je ne sais pas. L'autre problème, c'est celui qu'on a vu apparaître au moment du Hirak. Au moment du Hirak, c'était pas tellement le quatrième mandat de Bouteflika qui était là. Certes, c'était ça. Mais en fait, c'était la renaissance de l'esprit du GPRA. C'est-à-dire les renaissances de la Soumam, du congrès de la Soumam. L'idée qui ressortait, on l'a bien vu par exemple, avec l'affaire des anciens combattants qui étaient des vrais anciens combattants, qui ont commencé à sortir des documents contre les faux moudjahidines. Hein, ça a été tout à fait étonnant comme affaire. On a vu certains députés qui étaient les fils d'anciens combattants qui se sont levés en disant ceux qui dirigent à l'heure actuelle les moudjahidines sont des imposteurs, sont des gens qui n'ont jamais tiré un coup de fusil, etc. Donc, il y a à la fois ce retour de cette conception du congrès de la Soumam qui ne peut pas être remis en cause par le système, sinon le système meurt. Car le système algérien repose sur ce coup d'État et repose sur la fausse histoire. Donc, si le système algérien commence à reconnaître des réalités historiques, c'est fini. Tout va lâcher. Parce qu'ils ont tout verrouillé dans la fausse histoire, et le jour où la faille va se faire, l'immeuble va s'effondrer. Donc, c'est de là que peut éclater le système. Eh bien, écoutez, merci infiniment de votre calme et de votre attention. Et puis, à bientôt, j'espère.